Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Antonello de Messine, 1430-1479. Saint-Sébastien, 1498. Huile sur bois, 1,71 m sur 85 cm. Gemäldegalerie Galerie Altmeister, Dresde. On peut avoir du mal à cerner une figure aussi contrastée, on va dire, que celle de Saint-Sébastien. Et oui, à la fois saint patron des policiers, des fantassins et des archers, protecteur contre les épidémies, et c'est précisément le rôle qu'il tient dans ce tableau commandé pour protéger Venise contre la peste noire, saint patron de Rome aussi, avec Pierre et Paul, et en même temps, symbole homo-érotique à cause ou grâce, c'est selon, à son martyre par sagitation, c'est-à-dire par jet de flèche, bien qu'en réalité il fut mis à mort à coups de verge. Oh mon Dieu! Cette représentation en grandeur nature de Saint-Sébastien fut commandée en 1477. Il porte sur son avant-bras et sur le bras gauche des plaies qui ne sont pas dues aux flèches, mais qui ont déjà plutôt l'aspect des bulbons pesteux dont il est censé protéger les Vénitiens. Dieu, rends-nous pareil à ton corps. Dieu, retrempe-nous dans la mort. Amour, que je sois assouvi. Seigneur, amour, voici ma vie. Un drôle d'olibrius d'ailleurs, que ce Sébastien, à tel point que chaque peintre du Moyen-Âge ou de la Renaissance peignit son petit Saint-Sébastien, voire quelquefois même plusieurs, contribuant à multiplier ainsi son image et à asseoir sa célébrité dans les paroisses. Une image assez floue d'abord et qui varie de celle d'un homme adulte d'une quarantaine d'années, barbu, et grimaçant sous la douleur, dans la représentation qu'en fait le peintre Mantegna, jusqu'à la figure d'un jeune homme d'une vingtaine d'années, totalement sous-opiacé, tant il semble insensible à toute douleur lorsqu'il reçoit des bordées de flèches. C'est chouette comme métaphore, non? C'est pas une métaphore, c'est une périphrase. Oh, fais pas chier. Ça, c'est une métaphore. Mais qui était donc ce type, à la fin? Mais c'était un soldat, bah oui, un troufion. Tout porte à croire que Sébastien soit né à Norbo-Martius, aujourd'hui Narbonne. Militaire de base, donc, il est pris en affection, et même plus, si affinité, et affinité il y eut, d'après Tennessee Williams, qui y consacra un poème. Il fut pris en affection, donc, par deux empereurs de l'Empire romain décadent, Dioclétien d'une part, et Maximilien Hercule de l'autre. De concert, les deux Césars, apparemment très satisfaits des services du troufion Sébastien, le nommèrent tout d'un coup centurion. A-t-il couché? Peut-être. C'est bien que tu prennes César pour quelqu'un d'exceptionnel, mais tu sais, César est un homme comme un autre, et qui dans certains domaines doit simplement être traité comme un homme et rien d'autre. L'homme est laid, tu es bien d'accord? Oui. Mais voilà que, comblé d'honneur et baignant quasi dans le stupre et la luxure, notre centurion Sébastien lâche l'affaire de sa carrière militaire et se met à embrasser les croyances chrétiennes toujours interdites. Dès 202, Dioclétien reprend les persécutions et décide d'anéantir la foi chrétienne aussi bien que la foi manichéenne. Écoutez notre podcast donné en lien. Que Sébastien soit devenu chrétien et se vante partout d'accomplir avec eux des miracles, insupporte Dioclétien au plus haut point. Sébastien, on va te régler ton compte. C'est par ces mots peu accords que les empereurs auraient décidé du sort de leur ex-favori, devenu tout d'un coup l'homme à abattre, et avec valeur d'exemple en plus, car si tous les centurions se mettaient à faire du prêchi-prêcha en guenilles, on n'était pas sorti du cirque. C'est donc d'un commun accord que Dioclétien, Maximilien Hercule condamnent Sébastien, le chouchou des casernes, à être exécuté. Mais pas n'importe comment. D'abord attaché à un poteau, il doit être transpercé de flèches. Si fait. Et c'est sur cet épisode en particulier, du martyre, que les peintres de la Renaissance se sont jetés avec délectation. Des peintres comme Il Sodoma,
Pérugiens sont les premiers à se lâcher et à montrer le jeune martyr sous des traits presque féminins, quasiment nus et avec un corps à peine abîmé par les flèches. Pour de nombreux critiques d'art, les flèches apparaissent alors comme autant de symboles phalliques à usage d'instruments sadomasochistes plutôt que comme des armes. Quant au bout de drap qui recouvre ces parties génitales, il sert moins à les cacher qu'à suggérer au spectateur la présence du pénis, comme dans celui du Pérugin vers 1500, visible au musée du Louvre à Paris. Celui d'Antonello da Messina, que l'on peut voir à l'écran, connu comme le Sébastien de Dresde, avec son petit boxer short fort saillant, au drapé moulant bien circonstancié, n'échappe pas à cette représentation que l'on pourrait qualifier de convention homoérotique de la Renaissance, tant elle devient finalement banale sous le pinceau des peintres du Cinquecento. Que voit-on ici? Très proche de l'espace du spectateur et occupant la quasi-totalité de la hauteur du panneau, le corps monumental de Sébastien qui se dresse en contrapposto, vêtu d'un simple sous-vêtement de toile et non de ses habits de centurion, attaché à un invraisemblable tronc d'arbre mort ébranché qui jaillit sans vergogne du pavement. Oh mon Dieu! Sa tête est légèrement penchée vers la gauche, ses lèvres sont entr'ouvertes et il lève les yeux au ciel dans un regard qui exprime tout, sauf la douleur. Miracle, dira-t-on. Certes, mais bon, tout de même. Son corps est transpercé de 5 flèches, profondément enfoncées, presque jusqu'aux pennes. De ces 5 blessures coulent de discrètes traînées de sang qui viennent à peine souiller le corps nu du soldat, dont la beauté reste étrangère à la douleur. Mais ce que ces peintres ne représentèrent jamais, c'est la façon dont mourut réellement Sébastien. Car en effet, après avoir miraculeusement guéri de cette agitation, devant les yeux ébahis mais furieux des empereurs, ceux-ci, qui n'en avaient probablement pas eu pour leur argent, ordonnèrent alors que le centurion soit définitivement oxy à coups de verge. Non, n'allez pas imaginer des choses. Même dans la Rome décadente, il y a des trucs que l'on ne faisait pas. Et les verges désignaient les faisceaux de benne en bouleau et fasces, emblème du pouvoir de l'Empire et accessoirement commode outil de punition. Oh, quel poète, dans sa tragique lucidité, décrira enfin le mal dans son horreur. Car c'est une horreur. Tout ça, c'est une horreur. Il faut attendre le XVIIe siècle pour qu'apparaisse une autre image du martyr. On peut y voir Saint Sébastien soigné par Sainte Irène, juste après la sagitation. Selon certains historiens d'art, il pourrait s'agir d'une tentative délibérée de l'Église catholique de sortir de l'unique représentation du nu qui pouvait susciter parfois des pensées inconvenantes chez les fidèles. Mais parfois seulement, soyons clairs. Au XIXe et XXe siècle, par contre, Sébastien gagne définitivement ses galons d'icône gay avec les bénédictions d'Oscar Wilde, Marcel Proust, Frédéric Hollanday, Elisar von Kupfer, Federico Garcia Lorca, et le name-dropping ne s'arrête pas là, car on s'en voudrait de ne pas citer Tennessee Williams, qui prénomma à dessein Sébastien, le héros homosexuel de Soudain l'été dernier, 1958, ou encore Yukio Mishima, si fasciné par Saint-Sébastien qu'il se fait photographier sous les traits du saint, attaché à l'arbre en 1968. D'ailleurs, qu'est-ce que ce corps est devenu? Selon certains, il aurait été transporté de Rome à Soissons, en l'abbaye Saint-Médard, avant que ses ossements ne soient disséminés à la cathédrale Saint-Protais et Gervais, à Artène, Serches, Coeuvres, Sapodé, Montigny-Langrin, Margival. Terminus, tout le monde descend. Déchiquetés, dispersés façon puzzle, en petits osselets aux 4 coins du monde. Voilà un traitement radical qui aurait peut-être ravi notre centurion fléché. Après tout, qui sait? Virgule musicale, Claude Debussy, Le martyr de Saint-Sébastien, 2h moins le quart avant Jésus-Christ, film de Jean-Yann Fernandel, on dit qu'il en est